Donc bonjour à tous, bonjour aux personnes présentes dans la salle ici à la faculté Jean Monnet et puis les personnes présentes à distance. Alors je vais juste dire deux mots d'accueil et surtout expliquer comment se situe ce séminaire. C'est un séminaire à l'initiative du Centre d'Alembert. Le Centre d'Alembert, comme peut-être beaucoup le savent déjà, c'est un centre interdisciplinaire et ce séminaire, en fait, s'inscrit dans un thème qui a été choisi par le Centre d'Alembert cette année. Ce thème, c'est donc du patrimoine commun à la marchandisation de la connaissance, comment partager le savoir. Et le concept est peut-être un grand mot, mais l'initiative du Centre d'Alembert, c'est donc d'aller dans différentes facultés ou UFR, pour peut-être employer un terme plus moderne. Et donc, ce sont des séminaires itinérants, on se déplace. Là, on est ici donc à la faculté Jean Monnet, qui est une faculté de droit, de sciences politiques, mais aussi d'économie et de gestion. Et le thème que nous avons choisi, c'est l'accès à la culture et l'intérêt général. Alors l'accès à la culture et l'intérêt général, c'est un thème qui vient à la suite d'autres thèmes qui ont été traités dans d'autres facultés. Par exemple, la mathématique comme science ouverte libre à travers l'histoire, le rôle clé des bibliothèques. Évidemment, c'était à l'Institut de mathématiques d'Orsay. Et je crois que c'est le dernier séminaire de l'année. Donc, et pourquoi l'accès à la culture et l'intérêt général? Pourquoi on a choisi ce thème? En fait, à partir du thème commun, qui est donc du patrimoine commun à la marchandisation de la connaissance, on est parti d'une notion qui est de plus en plus discutée et étudiée en droit, qui est celle de bien commun. Alors, il y a beaucoup de biens communs, l'air, l'eau, les zones environnementales protégées, les logiciels libres, Wikipédia, etc. Mais plutôt qu'une réflexion sur la notion même de bien commun, dans laquelle des non-juristes auraient pu peut-être se perdre, on a préféré réfléchir à partir d'une question plus précise. Et notamment grâce à Vincent Negri, qui est un de nos intervenants, eh bien, on a choisi ce thème d'accès à la culture et l'intérêt général, puisque les deux intervenants sont des spécialistes du droit du patrimoine, ou au moins du patrimoine, même pas seulement du droit, et patrimoine au sens large. Le patrimoine, c'est également ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. Puisque nos deux intervenants sont d'une part Marc Drouet, qui est directeur régional des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui auparavant a travaillé au ministère de la Culture, au service de l'archéologie, et donc est une personne qui est sur le terrain. Et puis, donc, Vincent Negri, qui est chercheur à l'ISP. L'ISP, c'est l'Institut des sciences sociales et du politique, qui est un laboratoire présent à l'ENS Saclay, mais qui a aussi des liens avec l'Université de Nanterre. Et Vincent Negri travaille essentiellement sur le droit international de la culture et du patrimoine. Donc, on a l'idée d'avoir un regard complémentaire entre une personne sur le terrain et quelqu'un qui est chercheur, sachant que, voilà, on est plus sous cette idée de regard complémentaire qu'une opposition théorie et pratique qui, en tout cas pour moi, n'a pas beaucoup de sens, puisque je pense que vraiment la théorie et la pratique sont complémentaires, mais il ne s'agit en rien de les opposer. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Vincent Negri qui va introduire ce thème parce qu'il le connaît tout simplement bien mieux que moi. Voilà, Vincent, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Hélène. Donc, ce séminaire donc porte sur la question du patrimoine commun et pour autant, le séminaire de Centre d'Alembert, et pour autant, avec Marc Drouet, nous avons fait un pas de côté, c'est-à-dire que plutôt que de se référer à la notion de commun, de patrimoine commun ou de bien commun, on pas de côté puisque on a positionné notre propos sur la question de l'intérêt général. Alors, l'intérêt général n'est pas déconnecté
de l'idée de bien commun, bien au contraire. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a une très forte connexion et une très forte interaction entre la notion d'intérêt général et la notion de bien commun. On peut même dire effectivement qu'il y a une forme de succession dans le temps, si on regarde comment ces deux concepts se sont construits. Et donc, intérêt général et accès à la culture, et donc aussi comment partager le savoir, comment accéder au savoir, accéder à la connaissance. Et donc, c'est ce que nous allons tenter de présenter devant vous. C'est un croisement de deux réflexions. D'une part, Marc Drouet a travaillé sur l'émergence des communs dans le champ culturel, et bien évidemment, cette émergence de lieux communs, des communs, interroge la fonction de l'État, hein, l'État régulateur, l'État expert. Et puis, pour ma part, j'ai travaillé sur la question de archéologie et biens communs, et donc qui met en tension, en question, la distribution des responsabilités sur le patrimoine entre finalement des professionnels, l'État qui est en position de surplomb, et puis comment finalement distribue-t-on la connaissance au public, auprès finalement de communautés élargies. Et donc, sur ces deux champs, que ce soit sur l'émergence des communs ou sur la relation entre finalement accès à la connaissance liée à l'archéologie et puis bien commun, il y a en miroir la question de la régulation et donc du rôle de l'État dans le champ culturel, avec des expressions différenciées, puisque finalement, on pourrait dire qu'il y a une fonction dure de l'État, quand l'État est en position de contrôle et de monopole sur une activité, ou une fonction plus souple quand il est là sur des mécanismes ou des outils d'accompagnement donc d'une action publique partagée avec d'autres collectivités. Et donc on pourrait dire que d'un côté l'État exerce des droits de police et de l'autre côté il exerce effectivement plutôt une fonction d'infusion, hein, de diffusion d'un savoir sur un territoire et donc d'accès à la culture de tous. Mais à l'intersection finalement de cette fonction dure ou cette fonction souple, il y a toujours des questionnements communs, c'est-à-dire que la légitimité de l'action publique, hein, et comment sont construites les décisions. Et notamment aujourd'hui, où on voit qu'il y a des revendications justement citoyennes de plus en plus fortes, comment sur le terrain du droit, le principe de participation est-il un acteur, est-il une clé, un verrou finalement de la construction des décisions. Et donc bien évidemment, si on parle de légitimité de l'action publique, si on parle de construction des décisions, eh bien en regard, on a la question de l'intérêt général. Et donc pour préciser cette articulation entre intérêt général et bien commun, peut-être un rappel, et je prendrai appui sur une conférence qui a été donnée par une philosophe, Émilie Tardivelle. Elle a donné cette conférence à l'Académie des sciences morales et politiques le 28 mars 2022, il y a quelques semaines de ça, et sa conférence portait sur « sauver le bien commun », donc avec une interrogation. Et puis, plus récemment, a été publié un petit ouvrage par la Fondation Jean Jaurès sur les nouveaux biens communs par Emmanuel Dupont et Édouard Jourdain. Et donc, le sous-titre, c'est « Réinventer l'État et la propriété au XXIe siècle ». Et que ce soit Émilie Tardivelle ou la Fondation Jean Jaurès, en fait, ils parlent du bien commun, mais quand on lit leurs propos, de quoi nous parlent-ils? Sur quoi ancrent-ils leur réflexion? Sur le concept d'intérêt général. Et l'intérêt général, dont la Fondation Jean Jaurès nous dit qu'il y a une confusion récurrente aujourd'hui entre l'intérêt général et l'intérêt de l'État. Et donc, on retombe sur le questionnement sur la légitimité, finalement, de l'action publique. Et donc, le point de départ, peut-être, c'est un rapport public. Alors, si je reviens sur le terrain du droit, c'est un rapport public du Conseil d'État en 1999 sur qu'est-ce que l'intérêt général, donc un rapport sur l'intérêt général. Et le Conseil d'État nous dit, c'est une référence maintenant qui date, puisqu'elle a plus de 20 ans, mais il nous dit, le Conseil d'État, que l'intérêt général est la pierre angulaire de l'action publique dont il détermine la finalité et fonde la légitimité. Et donc, il y a
un retour rétrospectif, enfin, il y a une démarche rétrospective, excusez-moi, du Conseil d'État, où il dit finalement il rappelle que ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'idée d'intérêt général a progressivement supplanté la notion de bien commun. Et au XVIIIe siècle, cette notion de bien commun était colorée de fortes connotations morales et religieuses. Et donc l'intérêt général, dorénavant, est l'œuvre d'une raison qui ne se contente plus de poursuivre des fins déjà inscrites dans une approche morale et religieuse, mais elle est effectivement, l'intérêt général est l'œuvre d'une raison qui les crée elle-même, qui crée ses propres fins. Et donc le Conseil d'État insiste sur le fait qu'aujourd'hui, l'intérêt général n'est pas une simple version sécularisée de la notion de bien commun, mais que c'est une autre conception aujourd'hui, différente de celle que l'on voyait au XIXe siècle, à travers le bien commun, une autre notion du principe et des finalités de l'action publique. Et Émilie Tardivelle, pour analyser ce glissement, finalement, de la notion de bien commun vers l'intérêt général, nous rappelle qu'il y a deux approches. Une approche volontariste, qui est celle du contrat social, que l'on retrouve chez Rousseau, qui serait en quelque sorte, nous dit-elle, l'artifice rationnel dont résulte l'intérêt général. Et puis, il y a une approche utilitariste, plus britannique, qui est celle de Jeremy Bentham. Et donc, Jeremy Bentham se réfère à un espèce de calcul d'utilité, alors que le contrat social fonde l'action de l'État pour produire un intérêt général qui transcende les intérêts particuliers. À rebours, chez Jeremy Bentham, il s'agit finalement, à travers ce calcul d'utilité, et Jeremy Bentham nous parle de l'arithmétique des plaisirs, donc en la matière. Et donc, ce calcul d'utilité est conçu comme la somme des intérêts particuliers qui composent la société. Et on voit bien que le volontarisme, donc le contrat social, correspond à une approche politique de l'intérêt général, alors que l'utilitarisme est plutôt une approche économique de cette notion-là. Et donc ces deux approches, évidemment, vont avoir des résonances bien particulières, d'une part dans la tradition française et la tradition libérale anglaise, et donc dont le Conseil d'État nous rappelle qu'elles sont a priori incompatibles, puisque l'utilitarisme traduit un principe de méfiance envers l'État, alors que le volontarisme, donc le contrat social, reconnaît au contraire la fonction éminente de l'État de définir qu'est-ce que l'intérêt général et de le mettre en œuvre. Voilà. Et donc, bien évidemment, vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce débat entre finalement une doctrine utilitariste et une doctrine volontariste n'est pas clos. Il n'est pas clos puisque les revendications aujourd'hui au sein de la société réactive ce débat, et notamment la question des intérêts particuliers qui composent la société, chère à Jeremy Bentham. Voilà. Et donc, bien évidemment, ces deux approches aujourd'hui coexistent, et donc, et l'idée, c'est que finalement, et c'est ce que nous dit aussi Émilie Tardivelle, c'est que l'intérêt général n'est plus le monopole de l'État, qui en a perdu les capacités et parfois la légitimité, et qu'il est désormais à la charge d'une multiplicité d'acteurs qui contribuent ensemble au quotidien. Et donc c'est justement à travers cette configuration-là que nous avons construit notre approche, et donc avec une série d'interrogations donc nous souhaitons partager avec vous, savoir comment, au travers d'un service public, parvient-on à promouvoir un accès à la culture et à transmettre le savoir à chaque individu, et bien évidemment, en contrepoint, quelle est la mesure de l'intérêt général dans le domaine de la culture. Et nous savons effectivement que le rapport entre culture et intérêt général a pu fluctuer au cours des temps, et donc c'est tout l'intérêt, bien évidemment, de ce débat aujourd'hui, c'est de se poser ces questions-là, puisque les politiques publiques, si je reviens sur la période contemporaine, les politiques publiques sont confrontées à d'autres formes de revendications ou de contestations qui sont elles-mêmes armées par des expressions culturelles particulières. Et donc ces expressions culturelles, ces revendications tendent à déjouer
l'expertise sur laquelle sont fondées les politiques publiques. Et donc, c'est bien évidemment la question de l'accès à la culture et de l'intérêt général qui, aujourd'hui, est l'occasion donc d'interroger les mots de légitimité et de reconnaissance de l'action publique culturelle. Et donc, avec ces deux entrées que nous allons développer devant vous, donc la question du partage des savoirs et la question de la connaissance du patrimoine. Et sans plus tarder, je passe la parole à Marc Drouet. Merci Vincent. Donc, effectivement, c'est une question fondamentale qui interroge la pratique d'un service public comme celui que j'anime, donc une direction régionale des affaires culturelles. Et la question aujourd'hui que l'on peut se poser, effectivement, c'est de savoir si, d'une certaine manière, on peut encore échapper aux lois du marché, sachant évidemment que c'est une des problématiques qui est posée par le sujet des communs, qui, d'une certaine manière, pose le constat d'une impasse, celle de l'appropriation de toute chose, autant d'ailleurs de manière individuelle que de manière collective, partant du constat que, dans les deux cas, cela aboutit à l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables. Et donc, comment échapper à cette logique, et notamment quand on est chargé d'une mission de service public et que cette mission de service public d'intérêt général, elle repose sur le partage des savoirs. Donc, le partage des savoirs, en d'autres termes, est-il toujours d'intérêt général? Peut-il toujours se revendiquer et se poser dans le cadre d'une mission d'intérêt général? Pour débuter et pour illustrer, je voulais reprendre ce trait d'humour de Sacha Guitry qui disait avec tout ce que je sais, on pourrait faire un livre, et avec tout ce que je ne sais pas, on pourrait faire une bibliothèque. Et je crois que c'est vraiment l'illustration du fait que le savoir, c'est un commun. Le savoir, c'est le commun humain, c'est l'ensemble des vérités collectives qui sont issues du partage des informations entre les membres du groupe et du débat au sein de ce groupe. Donc, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que la base, le fondement, c'est l'information. On échange des informations et à partir de cet échange, dans le dialogue, on construit des savoirs qui sont partagés et des connaissances qui peuvent évoluer justement du fait de ce dialogue, du fait du partage de ces nouvelles informations. Mais, bien entendu, et c'est sans doute une des difficultés accrues de notre époque, l'information ne suffit pas au savoir. L'information, c'est le carburant, mais l'information, et comme le dit d'ailleurs son étymologie, ça consiste à donner une forme. C'est un événement, un fait, un jugement qui est partagé, alors sous la forme d'images, de textes, de sons, qui permettent le partage et qui, avec ce partage, transforment cette information en savoir. Le premier constat, évidemment, c'est que l'information, elle est centrale dans l'organisation de nos sociétés et de nos sociétés complexes, et qu'elle est centrale dans l'organisation des pouvoirs. L'inégale allocation de l'information au sein du groupe, cela constitue la première source des inégalités. Et cela entrave l'accès au savoir et à sa diffusion. L'intérêt général, le moyen d'action légitime de la puissance publique, c'est d'une certaine manière, ça a d'une certaine manière pour objectif de corriger ces défaillances d'allocation, et notamment les défaillances d'un marché qui est supposé facteur d'efficacité, mais dont l'objectif final n'est pas de produire de l'équité. L'État, la puissance publique et le marché ne s'opposent pas, ils se complètent. L'un comme l'autre, au moins en théorie,
recherche la parfaite allocation de l'information. C'est même une règle de la concurrence, c'est atteindre l'optimum de la concurrence pure et parfaite au travers de la transparence du marché et de ses informations et de l'égal accès de chacun à ce marché. Mais on le voit au quotidien, c'est un optimum, c'est un idéal qui n'est jamais atteint. Et l'État, par ses différentes interventions, va donc tenter de partir de cet idéal pour avancer vers le réel, d'améliorer ce partage du savoir et donc en premier lieu des informations qui contribuent à le constituer. Et c'est dans l'intérêt général que la puissance publique, les démocraties, posent cette transparence comme principe. Mais pas une transparence absolue, parce qu'elles vont également avoir le souci de préserver une part de secret. Et là, on voit bien la difficulté à partir du moment où on veut être transparent, où on veut améliorer la diffusion de cette information, si on a également comme contrainte de trouver un équilibre entre cette transparence et ce secret. Ce secret, on le comprend, c'est le secret du particulier, c'est le respect de l'initiative privée, qui n'oblige pas un entrepreneur à révéler ses brevets et ses secrets de fabrication, mais c'est aussi et surtout le respect de la vie privée et familiale, le respect de la correspondance, le respect du domicile. Et le domicile, c'est vraiment un élément fondamental qui est d'ailleurs protégé par notre Constitution. Chaque habitation constituant d'une certaine manière l'endroit où l'on peut se retrouver à l'abri du regard de l'autre, dégagé de l'essentiel des lois de la cité et sans transparence obligée de cet intime à l'intérieur duquel peuvent être abritées d'ailleurs des œuvres d'art. On n'est pas obligé de dire tout ce que l'on sait. C'est un principe. Alors comment est-ce qu'on partage ce savoir si justement on n'est pas obligé de dire tout ce que l'on sait? La difficulté, ce serait que une majorité d'individus refusent ce partage et même cet apprentissage du savoir et adoptent, alors toujours dans le cadre de la théorie économique, la position du cavalier libre. Qu'est-ce que c'est le cavalier libre? Eh bien, c'est un individu qui, au sein du groupe, constate qu'il bénéficie de biens et de services sans en assumer le coût. Et la théorie économique dit que, spontanément, on va plutôt adopter cette attitude puisque on a un bénéfice au moindre coût. Or, plus une organisation est grande et complexe, et nos sociétés contemporaines sont vraiment grandes et complexes, plus il est rationnel pour l'individu de se comporter en cavalier libre, d'une certaine manière en parasite, qui dispose de manière individuelle des produits de ce que constitue l'intérêt général, de ce que produit l'intérêt général. L'inverse, en quelque sorte, de la participation. Et j'ai repris d'ailleurs les termes de la définition que lui donnait Charles de Gaulle, qui avait posé cette participation très tôt au terme de sa réflexion, puisqu'il l'évoque pour la première fois dans une conférence à Oxford, durant la Seconde Guerre mondiale, quand il interroge les origines du totalitarisme et du nazisme, et puis plus tard, quand il essaye de le conceptualiser d'une manière plus politique, et notamment en septembre 1951, et je le cite, « L'accès de tous, non seulement au bien-être, mais surtout à la responsabilité, un régime qui fasse de chacun non point un instrument écrasé par sa dépendance, mais un agent responsable, pour sa part, du salut et du progrès, bref, la domination offerte à toutes les âmes sur toutes les matières. » Et là, on voit bien que c'est l'inverse de la position du cavalier libre. Je prends ma part dans la construction du savoir, dans le partage de l'information. Alors, dans nos sociétés complexes, et je vais y venir, la question, c'est de déterminer à partir de quel moment
d'une certaine manière, la généralisation de la posture de cavalier libre commencerait à porter préjudice à la capacité du collectif à entretenir et à renouveler ce savoir. En d'autres termes, à partir de quel taux d'ignorants une société entrerait en décadence. Je n'ai pas besoin de me constituer le savoir, je me repose sur le savoir des autres, je ne fais pas d'efforts, je bénéficie du collectif, mais à quel moment ce collectif s'épuise et ne peut plus produire ce nouveau savoir dont la société, évidemment, a un besoin vital. Alors, les réponses de la puissance publique, le service public de l'éducation, vise à prévenir cette dérive, justement, en posant l'enseignement obligatoire de 3 à 16 ans. De la même manière, le service public de la culture poursuit le même but en se fixant pour objectif de toucher 100% de la population, et notamment scolarisée, par une action d'éducation artistique et culturelle. Et à chaque fois, tenter de susciter chez le citoyen le besoin particulier de savoir. Dans l'intérêt collectif, faire comprendre à chaque individu qu'il doit contribuer de manière personnelle à la construction de ce savoir. Alors évidemment, c'est un chemin semé d'embûches, les difficultés sont très nombreuses et je voudrais vous livrer quelques réflexions par rapport à ça. La première, c'est un constat. C'est que on ne voit que ce que l'on sait. S'il n'y a pas une démarche pour accompagner le regard, alors on ne sait pas. La transmission est indispensable. Pour cela, il faut qu'elle soit acceptée. Mais la transmission, elle est indispensable. Je prends un exemple. Tout le monde connaît et a entendu la suite numéro 1, opus 46, de Peer Gynt, qui est capable de l'attribuer en l'entendant. Je l'ai repéré au moins 16 fois dans des publicités qui sont diffusées, très très grand public, les jambons d'Aoste, il y a eu la 206 Peugeot, il y a eu... Bon, tout le monde connaît cette suite. Mais s'il n'y a pas un moment, un sachant qui vous dit, la musique qui accompagne cette publicité, c'est tiré d'un opéra qui s'intitule Peer Gynt et dont le compositeur est Édouard Grieg, personne ne va faire le lien. Il y a besoin de cette transmission. Ensuite, et c'est l'autre difficulté de la transmission, il est plus facile de faire le chemin de Debussy vers le rap que le chemin inverse. Il ne s'agit pas de poser une hiérarchie entre Debussy et le rap, mais de constater que l'information, l'accès au savoir, plus on en dispose, plus on est curieux et plus c'est facile de s'ouvrir. Le chemin qui mène de Debussy vers le rap, d'une certaine manière, il n'a peut-être pas besoin d'être accompagné par le service public. En revanche, le chemin plus difficile qui part du rap et qui veut conduire vers Debussy, alors lui, sans doute, il a plus besoin de l'aide de l'État. D'autres thèmes de réflexion autour de ces sujets, tout d'abord se demander comment est-ce qu'on peut partager les savoirs au sein de la complexité. Ensuite, comment est-ce que ce partage des savoirs est possible face aux défis du numérique. Et enfin, le partage des savoirs face aux défis de la participation d'une certaine manière étant une forme de contestation de l'intermédiaire, du sachant et une revendication d'un lien direct, alors pour ce qui me concerne, dans la définition de la politique publique et dans sa mise en œuvre. Mais jusqu'où on peut déplacer le cursus et à partir de quel moment ça devient dangereux de faire de la participation directe en écartant celui justement qui a le savoir, celui qui va faire la différence entre la publicité et la musique d'un opéra. Donc le partage des savoirs face aux défis de la complexité, là c'est très très clair. Nos sociétés contemporaines sont complexes. Pourquoi ? Certainement parce que la tertiarisation de notre économie nous a transformés dans notre expression de besoin, dans notre capacité à exprimer le besoin. On a traditionnellement, comme le disent les archéologues, plutôt une vocation d'homo faber,
celui qui connaît l'outil, qui l'utilise dans son emploi. Et avec la révolution industrielle, on a peu à peu basculé dans autre chose, qui est que on nous propose un objet dont on n'a pas défini l'expression de besoin et dont on va nous convaincre de l'utilité, nous convaincre qu'on a vraiment besoin et qu'on doit l'acheter. Et c'est un glissement progressif de la maîtrise du savoir-faire qui se dilue dans une illusion du faire-savoir. Est-ce que le consommateur a besoin de savoir? Oui, dit la loi. Non, dit le camelot. Celui qui va essayer justement de vendre, de placer un produit en faisant en sorte que le consommateur ne soit pas éclairé sur tous les contours de manière transparente de ce produit qui ne correspond pas forcément ni au prix, ni aux besoins de celui qui va l'acheter. Autre sujet, évidemment, de capitalisme globalisé, mondialisé, c'est que, d'une certaine manière, il s'agit d'un capitalisme informationnel. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire derrière ça? C'est que l'information, préalable au savoir, est devenue la donnée de base et la valeur. Et donc, le traitement automatisé de cette information, c'est en d'autres termes le numérique c'est le traitement automatisé de cette information, a donné à l'ensemble une vitesse de diffusion supérieure aux capacités du cerveau humain. Et ça, on en fait tous le constat dès qu'on se connecte sur les réseaux. Et donc, en confondant au passage l'information et le savoir. Les réseaux me multiplient les informations, mais est-ce qu'ils me laissent le temps de les partager pour les transformer en savoir? La difficulté et le paradoxe donc face à ce défi du numérique, c'est d'installer une confusion entre singularité et anomalie. L'expression de la singularité de chacun, c'est l'objectif de la culture. Faire en sorte que chacun puisse devenir ce qu'il est et ne soit pas prisonnier de ce que les autres voudraient qu'il soit. Et je reviens avec malice sur l'opéra Peer Gynt, puisque c'est l'objet de cet opéra, le personnage principal mourant de ne pas être parvenu à être lui-même. Le numérique, le traitement automatisé de toutes ces informations, l'objectif de l'algorithme, c'est de repérer l'anomalie. Ce qu'il cherche, c'est le consensus le plus large. Repérer l'anomalie, ça peut aussi amener à identifier une singularité, un comportement, comme étant un comportement d'une anomalie. Et donc, c'est vraiment le risque, c'est de ne plus avoir cette capacité à exprimer une singularité parce que des machines vont rechercher, dans un objectif généreux en apparence, à gommer toutes ces différences et toutes ces anomalies. Alors, dans l'objectif généreux de lutter contre l'asymétrie dans l'accès à l'information, toutes les informations sont disponibles sur Internet. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on y accède et pourquoi on y accède. 2,5 millions 2,5 trillions d'octets d'informations sont produits chaque jour sur le réseau. On voit bien que par rapport à ça, il y a une vraie difficulté à s'en emparer, à le partager, à faire le tri et à le transformer en savoir. Il ne s'agit pas simplement d'avoir l'information, il s'agit également de pouvoir s'en emparer dans un objectif de transformation en savoir. Et là, ça interroge la pratique de l'intérêt général, l'hypermétropie de l'État, l'État qui voit bien de loin quand il parle d'intérêt général, mais qui peine à distinguer de près quand il s'agit d'intérêts particuliers, peut le rapprocher des algorithmes contemporains. D'une certaine manière, l'État, dans sa définition de la politique publique, il ne voit et il ne comprend que les grandes masses. Et
il a une difficulté pour appréhender et pour intégrer le comportement individuel et la revendication du comportement individuel, comme le lui suggère la participation. Et le risque pour un État hypermétrope qui ne se rapprocherait pas suffisamment du citoyen, il l'a fait au travers de la décentralisation, il peut plus et mieux le faire au travers de la participation, eh bien le risque pour lui, ce serait, dans un objectif sincère de cité parfaitement gouvernée, selon la formule de Michel Foucault, de finir, comme l'algorithme, par confondre singularité et anomalie. L'information, une fois encore, n'est pas le savoir. Dernier point de réflexion, eh bien justement, le partage des savoirs face à ce défi de la participation. Comment est-ce que, en développant la participation, on évite l'ornière du communautarisme? Comment est-ce que, derrière l'affirmation généreuse de la culture pour tous, on évite l'art pour personne? L'émancipation par la culture, ce que l'on recherche au travers de l'éducation artistique et culturelle, c'est avant tout la lutte contre les déterminants économiques et sociaux, et désormais, comme je le disais, technologiques, afin de devenir ce que nous sommes et non pas ce que les autres voudraient que l'on soit, et de prendre en conscience sa place au sein de la chaîne de création, produit d'un savoir partagé, collectif. L'émancipation par la culture, bien évidemment, ça ne propose pas de transformer chacun en artiste, mais c'est un apprentissage à l'esprit critique qui permet à chacun d'exprimer ensuite sa singularité au sein d'un collectif en dehors duquel aucune survie n'est possible. Et tout cela, donc, autour de l'enjeu de transmission. Et c'est pourquoi, depuis sa création en 1959, et selon les mots d'André Malraux, le ministère inscrit son action autour du périmètre de ce qu'on va appeler le loisir studieux. Alors avec une frontière qui est très difficile, frontière entre la création, loisir studieux et le divertissement. Mais, et je cite André Malraux, quand il a inauguré la Maison de la Culture d'Amiens en 1966, il disait « Le temps vide, c'est le monde moderne. Mais ce qu'on a appelé le loisir, c'est-à-dire un temps qui doit être rempli par ce qui amuse, c'est exactement ce qu'il faut pour ne rien comprendre aux problèmes qui se posent à nous. » Alors, c'est évidemment une parole très très forte, qui est d'une certaine manière assez prophétique de la complexité dans laquelle nous a entraîné le numérique. On voit bien que c'est un propos qu'il est parfois difficile d'assumer et de partager aujourd'hui face à un collectif. Voilà l'ensemble des réflexions que moi je voulais apporter par rapport à ça. Nous sommes confrontés à cette difficulté de relier cette construction du savoir, qui est forcément collectif, avec ce souci du marché d'insister sur la particularité de chacun, mais non pas dans l'objectif de lui faire exprimer sa singularité, mais plutôt de l'uniformiser pour uniformiser les produits qui lui sont proposés et pour le transformer plus en consommateur qu'en citoyen ou en citoyen éclairé. Et c'est l'enjeu, effectivement, de la participation. La participation dans le domaine de la culture, qui est forcément complexe, puisque il y a un moment où le sachant doit pouvoir s'exprimer. Si on parle, je prends un dernier exemple, de participation dans les musées, on peut avoir un dialogue, mais il y a un moment où le sachant va imposer le cartel. C'est un Delacroix ou c'est pas un Delacroix. Ça va être difficile de discuter l'attribution du tableau en dehors de ceux qui sont experts dans le domaine. C'est un peu les limites de la participation. Alors on peut imaginer d'autres participations qui ne sont pas forcément simples et se demander si on ne pourrait pas discuter des acquisitions de la collection avec, par exemple, les amis des musées. Mais là, on va se poser la question, ou plutôt on va poser la question aux amis du musée,
qui représentez-vous? Est-ce que les associations d'amis du musée sont toujours représentatives de la population, représentatives des visiteurs des musées, représentatives des générations qui composent ces amis des musées? C'est une vraie question. On voit bien qu'à chaque fois, la participation dans le domaine de la culture, ça pose la question des droits culturels, c'est très important, mais ces droits culturels, on voit bien qu'il y a un préalable, et que ce préalable, c'est d'accepter d'entrer dans le jeu de l'acquisition préalable du savoir, de la contribution à la construction du savoir, faute de quoi, cette participation, cette expression de la demande, elle ne serait que le reflet de déterminismes économiques, sociaux et technologiques. Merci beaucoup. Je vous remercie tous les deux pour ces premières interventions que j'ai trouvées particulièrement intéressantes. Et Vincent, moi, j'étais... lorsque vous avez repris cette notion d'intérêt général avec une différence de conception de l'intérêt général, par exemple en France avec le contrat social de Rousseau et outre-Atlantique avec Bentham et l'utilitarisme, en fait, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup en droit de l'Union européenne. Quand on fait du droit de l'Union européenne ou parce qu'on est 27 États membres avec des influences différentes, eh bien, à la fois l'Union européenne reconnaît cette notion d'intérêt général, mais en même temps, cette notion d'intérêt général, c'est pas du tout la même que celle de service public, par exemple. On va parler de services d'intérêt généraux, mais on va pas parler de service public tel qu'on l'entend en France. Et donc, mais c'est pas très étonnant. Mais ce débat de fond, on irrigue véritablement au-delà de questions françaises. Et puis là encore, moi, je suis pas du tout un spécialiste, je l'avoue, de droit de la culture, mais à propos du partage de savoir, il y a aussi, Marc, quand vous parliez d'une multiplication de l'information, c'est quelque chose en droit économique, on a énormément de multiplication d'obligations d'information, que ce soit pour les professionnels sur leurs produits, que ce soit pour les entreprises avec maintenant beaucoup de rapports qui doivent être annexés à leur qui doivent être présentés notamment aux actionnaires, des rapports environnementaux, etc. Et par rapport à ce que vous disiez, là encore, moi, on peut constater la même chose, où toutes ces obligations, je ne suis pas du tout sûre qu'elles créent véritablement du savoir. Et je vous rejoins. L'information, c'est pas la même chose que le savoir. Mais en tout cas, peut-être sans passer par l'intermédiaire du savoir, elles permettent de la participation, notamment la participation de ce qu'on appelle les stakeholders, c'est-à-dire des parties prenantes. Et alors, ces parties prenantes, ça peut être des associations de consommateurs, des associations environnementales, des associations d'actionnaires, etc. Mais qui vont prendre leur part pour éventuellement influencer la politique des entreprises. Donc alors moi tout ça fait naître plein de questions. Peut-être que des personnes veulent poser des questions, que ce soit sur les personnes les personnes présentes ou à distance. Je voulais aussi rebondir sur ce point-là. Vous avez beaucoup insisté sur l'accès à la culture par le marché et par l'État, mais effectivement l'accès à la culture par les associations, les syndicats, les partis politiques, ce point-là, vous l'avez évoqué à la fois aussi, mais c'est quand même un point assez important, disons une troisième voie d'accès à la culture. Et c'était pour vous peut-être développer un peu plus ce point-là. Oui, vous pouvez peut-être répondre dès à présent. Oui, effectivement, c'est une question essentielle et d'actualité, celle de la participation. Peut-être que d'une certaine manière, le ministère de la Culture, c'est pour des bonnes raisons, beaucoup organisé
autour du savoir, autour d'une connaissance, mais une connaissance de plus en plus spécialisée. Et pour prendre l'exemple d'ailleurs de l'archéologie, au moment où l'archéologie se battait, on va dire des années 80 à la loi de 2001 pour imposer le caractère professionnel de la pratique archéologique, il a peut-être eu trop tendance, pour bien démontrer que c'était une affaire de professionnels, à écarter les amateurs. Les sociétés savantes, tout comme les pratiques amateurs, tout à fait légitimes, faits de fruits de passionnés, dans le cadre bien encadré, avec des chercheurs, etc. Mais l'objectif, c'était de montrer d'abord et avant tout, et c'était vrai, qu'il fallait professionnaliser une part de cette activité. Et du coup, on a sans doute construit un fossé entre le professionnel et l'amateur et la société savante. Et c'est dommage parce que ces sociétés savantes font et contribuent de manière remarquable, et notamment à la défense de l'archéologie. Moi, je prends souvent cet exemple du droit de l'environnement. Il y a quand même une vraie interrogation. Se demander comment on est parvenu en France à imposer ce droit de l'environnement à partir d'un ministère, je parle de manière générale, bâti sur des expertises d'ingénieurs, qui sont des gens qui sont plutôt formés et préparés à bâtir, à construire, mais qui ne sont pas formés de manière initiale à la défense de l'environnement. Qu'est-ce qui a permis de faire avancer ce droit et cette cause? Incontestablement, les associations qui ont été vigilantes. C'est la société civile qui a porté des débats, qui a amené des réflexions et qui a aidé à construire ce droit de l'environnement. On peut regretter, d'une certaine manière, que ce soit moins vrai dans le domaine de la culture, où ce sont plus souvent les professionnels, de manière légitime et volontaire et je veux dire, tout à fait positive, qui ont construit ce droit, mais en tenant à l'écart les sociétés civiles. Moi, je pense que l'archéologie, le patrimoine, a besoin des citoyens, des associations, des sociétés savantes pour l'aider à défendre sa pratique et sa mise en œuvre. Et un des objectifs, effectivement, de la participation, c'est d'améliorer, de reprendre, de renouer cette relation avec la société civile, avec les associations, plutôt qu'avec des collectifs autoproclamés, pas forcément le fait de spécialistes, animés par des motivations diverses, et qui, à ce moment-là, prétendraient prendre la parole, mais on ne saurait pas exactement au nom de quoi et en représentation de qui. Moi, je pense qu'au contraire, ces associations constituées, ces sociétés civiles, ces sociétés savantes, pardon, ce sont de bons leviers, de bons partenaires avec qui il faut accepter de dialoguer. C'est pas toujours simple, parce qu'il y a un moment où il y a la posture de la fonction publique, de l'agent public, qui est investi de différentes missions, et c'est pas simple de se dire je vais dialoguer, je vais obtenir un compromis sans remettre en cause la mission et les valeurs qu'on me demande de mettre en œuvre. Mais c'est sans doute une priorité pour les années à venir. Oui, moi j'ai une autre question. Je pense qu'on est encore dans le sujet, mais alors ça va peut-être aller sur qu'est-ce que la culture. Vous avez, je trouve, donné une définition très très séduisante de la culture, puisque vous dites que la culture doit aider à devenir ce que nous sommes et non ce que les autres voudraient que l'on soit. Et pour autant, notamment à travers nos discussions, je me dis, mais est-ce que la culture ne participe pas quand même à une forme de normalisation? Enfin, qu'est-ce que la culture et alors c'est un petit peu peut-être une idée que vous avez reprise en disant bien voilà, pour l'acquisition d'un tableau dans un musée, là ce sont souvent les spécialistes qui vont le décider, et je me disais mais
par exemple, pour des concours de grandes écoles, j'imagine que en matière de musique, on va plus interroger le candidat sur, je sais pas, un compositeur classique qu'un compositeur de rap. Enfin, et dans quelle mesure, enfin, quelle place ou non pour, enfin, parce que ça rejoint, je crois, aussi l'idée de l'intérêt général. Enfin, est-ce que quelle place a cette idée ou cette conscience, si elle est juste, que il ne faut pas que, enfin voilà, qu'il faut que la culture soit très ouverte, que ce qui est considéré comme culture soit très ouvert, et que ce ne soit pas les normes de certains qui s'imposent. Ah mais je vous rejoins complètement. C'est un des enjeux au quotidien. C'est une des particularités et des difficultés justement de la mission de service public. Le ministère de la Culture a un objectif qui est surtout pas d'imposer une culture d'État. C'est vraiment l'inverse. On a connu la culture d'État sous Louis XIV. C'était quelque chose de complètement différent où effectivement seuls pouvaient s'exprimer ceux qui étaient dans la ligne du monarque ou de ses proches. Et alors, il y a eu des choses formidables que cette culture d'État a pu révéler. Il y a eu des tas de choses qui ont été mises dans l'ombre. Également, moi je cite souvent la première décision du régent à la mort de Louis XIV, c'est d'autoriser la comédie italienne à rentrer en France. Elle avait été bannie parce qu'elle avait fait une pièce qui s'appelait La Fausse Prude, que Madame de Maintenon avait très très mal appréciée. Donc voilà le contexte de ce que c'est qu'une culture d'État. En démocratie, c'est l'inverse. Il s'agit à la fois de défendre la liberté de création et en même temps de produire de la norme pour la définir, mais en même temps d'être attentif en permanence à l'interrogation de cette norme et à l'évolution des marges qui vont permettre ce mouvement. En ce sens, et l'émergence des communs m'intéresse beaucoup, parce que c'est justement un moyen de venir interroger l'institution. Je dis toujours, il ne s'agit pas de marginaliser l'institution, mais il ne s'agit surtout pas non plus d'institutionnaliser la marge. Il doit y avoir cette respiration. Le ministère va créer des labels, va créer des académies, va d'une certaine manière normaliser certaines pratiques, c'est jamais simple, mais il faut qu'il laisse une respiration pour permettre l'émergence d'autres pratiques qui vont venir interroger justement ce consensus. C'est le principe de la défense de la liberté de création. L'objectif du ministère de la Culture, ça reste de mettre à la disposition du plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité et notamment de la France. C'est comme ça que André Malraux l'a exprimé. C'est comme ça que le décret d'attribution, d'ailleurs début juin, du ministère de la Culture, qui fixe le périmètre de ce département ministériel dans le nouveau gouvernement, c'est comme ça que ce décret commence. On en est toujours là. Mettre à la disposition du plus grand nombre, et puis après, avec une politique d'offre, susciter l'émergence d'une politique de demande qui soit libre et pour lequel on fait le pari, effectivement, qu'il soit accompagné d'une construction préalable du jugement esthétique pour que ce soit une demande suffisamment éclairée. Et ça, c'est effectivement le débat sur ce partage du savoir et l'acceptation de la contribution à ce partage du savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, notamment de la part des personnes qui sont à distance? Oui. Sur ce qu'il vient de dire sur l'effort qui doit être fait pour prendre conscience des déterminismes sociaux, économiques, technologiques qui est soulevé depuis longtemps. Mais donc il y a l'école qui doit faire cela, mais le ministère de la Culture, comment il se place par rapport à cela? Concrètement, ce n'est pas si évident que ça. Autant l'école, je vois bien comment elle peut faire, autant le ministère de la Culture, mis à part réinterroger en permanence la norme sans dire ce que doit être la norme, sa position, elle est peut-être plus difficile. Moi, j'ai du mal à voir comment elle doit se passer.
Alors, vous avez raison, c'est une position très difficile. Le principe, c'est de défendre la liberté de création. Voilà ce à quoi on est attaché. Et ensuite, comment faire vivre cette liberté de création, justement, sans s'immiscer. Le premier objectif du ministère de la Culture, c'est de former, donc la formation initiale de futurs créateurs et artistes, et ensuite de s'assurer que ces créateurs et ces artistes disposent de lieux, c'est notre réseau, disposent de moyens pour créer, alors ensuite en toute liberté. On ne rentre pas dans la discussion du contenu. On va donner les moyens, on va faire en sorte que cette expression libre puisse trouver ses réseaux pour être diffusée, mais on ne va surtout pas intervenir dans le contenu. Alors là où c'est difficile, et vous avez raison, c'est qu'on pose dans la lignée d'André Malraux une différence entre le loisir studieux et le divertissement. Il y a une place pour l'argent public et une autre place où on n'a pas besoin d'argent public. C'est pas simple. D'abord, la création, heureusement, et c'est souvent le cas, peut être divertissante. Et comment, à chaque fois, sans s'immiscer dans le contenu, pouvoir dire ça on finance, ça on accompagne, et ça on l'accompagne pas. Le moyen dont on dispose, le moins mauvais moyen dont on dispose, eh bien, ce sont des commissions, c'est-à-dire ne pas avoir un avis qui soit l'avis unique de l'administration, mais une décision éclairée par des commissions. Donc au sein des DRAC, il y a une commission théâtre, une commission musique, une commission danse, etc., qui permet de réunir des professionnels du secteur, en général une trentaine. On va leur proposer les dossiers qui nous ont été soumis, ils vont nous donner un avis, et c'est sur la base de ces avis majoritaires que l'administration va prendre la décision. Mais ça ne sera jamais une décision seule, solitaire, sur des critères qui, par nature, seraient totalement subjectifs. Mais c'est un exercice délicat, effectivement. Et sur ce sujet-là, donc ça fait penser aux règles de l'art de Pierre Bourdieu, tout ce mécanisme-là. Quand il y a une commission qui est établie, cette commission, elle est constituée de personnes qui sont elles-mêmes on va dire des élites, et qui vont choisir à nouveau. Donc, comment on se sort d'un cercle vicieux potentiel, hein, comment faire? Vous avez raison, c'est la critique en général qui est apportée, c'est de dire que ça entretient une forme d'entre-soi. On essaye d'être suffisamment représentatif. C'est en général quand même, quand on rassemble 30 personnes dans une pièce, c'est quand même assez difficile d'avoir des gens qui sont tous d'accord sur le même sujet, et j'allais dire fort heureusement. Mais c'est vrai qu'on a besoin de renouveler. On a besoin, moi je le dis, de renouveler l'administration du ministère de la Culture. Est-ce que les agents qui composent le ministère de la Culture et qui donc contribuent à l'élaboration et au conseil du politique dans l'élaboration de la politique sont suffisamment représentatifs de la diversité de la société aujourd'hui? Non, sans doute. Non, incontestablement. Donc, il y a au moment du recrutement une nécessité d'élargir. Alors, là où c'est peut-être plus difficile pour la fonction publique, et où il faut aussi s'interroger, c'est que notre mode de recrutement, c'est le concours. Donc, déjà en amont, qu'est-ce qu'il y a derrière le concours et derrière ce que l'on va valoriser au travers du concours et qui va faire que la composition de notre ministère sera telle qu'il est, et tous les agents qui ont réussi les concours sont légitimes, évidemment, à occuper leur poste. Est-ce qu'en revanche, la réussite au concours était la meilleure manière de témoigner de la diversité de la société aujourd'hui et de la diversité dans la manière de construire le savoir, de partager l'information et de construire le savoir. Je prends l'exemple du numérique. On est de plus en plus présent dans ce secteur parce qu'il faut être vigilant, il ne faut pas être absent. Et on observe donc ce qui se passe
dans le jeu vidéo, dans l'animation d'une certaine manière, on voit bien que les constructions de parcours sont complètement différentes, les sélections sont différentes, et que le diplôme, par exemple, n'est plus une condition sine qua non. Et que l'expertise, le savoir-faire, la valorisation des acquis de l'expérience constitue également un mode important de recrutement. Est-ce que, voilà, on n'a pas à avoir une réflexion au sein de l'administration autour de cette valorisation des acquis de l'expérience? C'est un vieux sujet dont on parle beaucoup, mais qui n'est peut-être pas encore suffisamment révélateur du mode de recrutement et de diversification de l'administration qui, effectivement, après porte, avec ces biais de confirmation inconscients, tout un ensemble d'éléments. Vous avez raison. Très bien. On va peut-être poursuivre avec la question de l'accès à la culture et au patrimoine. Vincent, je vous laisse la parole. Merci Hélène. Donc, juste pour vous proposer quelques éléments de réflexion sur sur l'évolution, finalement, la notion d'intérêt général dans sa dimension ou dans sa confrontation avec les politiques de conservation et de protection du patrimoine culturel. Alors, je prolongerai le propos de Marc qui rappelait effectivement que dans le décret d'origine du ministère de la Culture, donc le décret du 24 juillet 59, il y a cette idée donc de rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales et le patrimoine culturel. Donc cette question-là, finalement, je dirais que qui a l'autorité et vers quel public et comment ce public, finalement, dans quelle position est-il? Est-ce qu'il est une position où il reçoit une parole d'autorité ou est-ce qu'il est associé, finalement, à cette prise de décision? Et donc, dans le champ du patrimoine culturel, cette prise de décision passe par un processus préalable de qualification et donc d'identification des éléments qui méritent d'être protégés et d'être conservés. Et historiquement, bien évidemment, on observe sur cette question-là un surplomb de l'État. Alors, on a souvent dit, et encore répété, que l'État s'est auto-institué au XIXe siècle, à la fois comme étant le garant et le gardien de ce qui fait sens pour une nation, et donc d'un patrimoine qu'il faut conserver parce qu'il est le reflet d'une identité, il est le reflet de la nation, et il n'est que de vous renvoyer aux propos de Théodore Reynac en 1912, quand il rapporte devant l'Assemblée nationale le projet de loi qui deviendra la loi du 31 décembre 1913, la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Il rappelle, effectivement, il dit à mesure qu'une nation arrive dans sa maturité, c'est dans ses rivières, ses forêts, ses lacs, et il dit également dans ses monuments, ses constructions les plus emblématiques, que l'on reconnaît la nation. Et vous voyez bien cette idée, finalement, que l'État va aussi s'incarner. Et donc, dans cette incarnation, finalement, à travers un patrimoine, est-ce que l'État va accepter une concurrence? Quand je parle de concurrence, finalement, est-ce qu'il va accepter de ne pas être le seul aux manettes dans la détermination des éléments qui fondent cette identité? Et je vous rappelle que sur ce rapport, finalement, entre identité et territoire et patrimoine, ce que disait John Ruskin, cette phrase qui est reprise par les parlementaires lorsqu'est adoptée la loi du 21 avril 1906 sur la protection des sites et des paysages, première loi en France sur les sites, qui sera abrogée par la loi de 1930, j'y reviendrai. On rappelle cette phrase de John Ruskin qui dit « Le paysage est le visage aimé de la patrie ». Et vous voyez bien, cette phrase résume tout, en quelque sorte. Et donc, finalement, dans si je décale un peu le propos, dans ce rapport d'affection, finalement, est-ce que l'État va accepter que des collectifs, des citoyens aient une parole dissonante ou, si je reprends le
propos de John Ruskin à la charnière des 19e et 20e siècles, effectivement, de dire effectivement qu'on aime différemment, finalement, le paysage et le patrimoine. Et donc, comment l'État va assurer son rôle éminent, son surplomb? C'est justement en mobilisant la question de l'intérêt général. Et je vous rappelle que donc, dans le code, aujourd'hui, dans le code de l'environnement, la politique de protection des sites, qui reprend, qui codifie la loi du 2 mai 1930 sur les sites historiques, artistiques, scientifiques, pittoresques et légendaires, eh bien, il est question effectivement d'assurer la conservation et la préservation des sites, et parce que cette conservation, cette préservation présente un intérêt général. Et donc, on est en miroir, finalement, de l'intérêt public que l'on trouve dans la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Alors, on a souvent dit que l'intérêt public et l'intérêt général étaient relevés dans le même registre. Il n'est pas tout à fait sûr, puisque l'intérêt public, finalement, quand on regarde la manière dont est construit le droit des monuments historiques, il s'agit d'écraser en quelque sorte le droit de propriété, tout au moins partiellement. Il ne s'agit pas de le supprimer, mais il s'agit, à travers la question de la servitude d'utilité publique, que l'on peut qualifier d'une servitude de conservation dans le domaine des monuments historiques, eh bien, de minorer les droits des propriétaires pour faire prévaloir, sous couvert d'intérêt public, les droits supérieurs de l'État. L'intérêt général joue également, évidemment, dans ce registre, avec aussi cette question, finalement, aujourd'hui, qui est présente, qui est de dire que l'intérêt général est une agrégation d'intérêts particuliers, mais subsumée par un principe supérieur, et donc par une autorité supérieure. Et donc, on pourrait dire, si je reprends, pour revenir sur le terrain du droit, ce que nous dit le professeur Truchet, il dit aujourd'hui comme hier, l'intérêt général exprime l'idée que la collectivité a des exigences qui dépassent les intérêts des groupes ou des individus qui la composent et se traduisent par des mesures qui peuvent froisser ces intérêts. Et donc aujourd'hui, alors que finalement, je dirais qu'on a vécu pendant des décennies avec cette idée que l'État était en position cardinale sur la détermination de ce qui constitue, de ce qui fait patrimoine, aujourd'hui, sous la poussée du principe de participation, sous la poussée de revendication, et également, je vous en parlerai, sous la poussée du droit international, est-ce qu'on va accepter des déterminations concurrentes à celles de l'État? Ce qui veut dire que, finalement, peut-on imaginer refonder la responsabilité de l'État dans les politiques de protection et de conservation du patrimoine? Alors, quand on regarde les dernières évolutions du droit du patrimoine, notamment la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, on pourrait se dire qu'on est sur la réaffirmation d'une forme de centralité de l'État. L'État est là, est positionné en position de décider et de qualifier ce qui fait le patrimoine. Et c'est très fortement incarné dans le domaine de l'archéologie, puisque on a rajouté cette phrase en disant que l'État assure la maîtrise scientifique des opérations d'archéologie. Et vous voyez bien que quand on regarde, quand on réagit en juriste, on se dit mais quel est le contenu normatif et la portée de cette notion de maîtrise scientifique, alors que l'État dispose déjà d'une notion qui a prospéré dans le droit du patrimoine, qui est la notion de contrôle scientifique et technique. Qu'est-ce que ça vient rajouter ou modifier? Et donc là, on va peut-être effectivement attendre par la pratique de comprendre ce qui se joue derrière cette réaffirmation d'une volonté de l'État de gouvernance encore renforcée de l'archéologie. Alors, on pourrait y voir dans cette centralité de l'État qui se remet en selle, finalement, dans cette loi de 2016, aussi une réaction à des épisodes précédents. Et dans le champ de l'archéologie, c'est particulièrement prégnant, peut-être une réaction à des événements un peu traumatiques pour la communauté des archéologues,
qui a été l'ouverture à la concurrence en 2003. Et donc, on voit bien, effectivement, là, on dit, mais on resserre, en quelque sorte, sur une communauté, parce que vous pouvez bien imaginer que vous posiez la question tout à l'heure de la place des corps intermédiaires, finalement, à travers les collectifs syndicaux ou autres. Cette question, effectivement, là, elle est portée par ces corps intermédiaires, précisément de se réfugier derrière la position forte de l'État en disant voilà, c'est un garde-fou contre une forme de libéralisation des politiques du patrimoine. Mais finalement, quelle est la légitimité de ce positionnement-là, de cette posture cardinale de l'État, puisque finalement, si c'est une posture cardinale, elle est quasi exclusive de la compétence de l'État, et donc elle va mettre à mal, elle va obérer d'autres formes d'implication de la société dans les politiques de conservation et de sauvegarde. Et bien évidemment, à partir de là aussi, ça va induire une maîtrise par l'État des modalités de diffusion et d'accès à la connaissance que nous fournit le patrimoine. Puisque si je prends l'exemple de l'archéologie, l'État est en position d'autorisation ou de refuser l'exercice même de la recherche, puisque toute fouille suppose une autorisation délivrée par l'État. Et donc, en contrepoint, ce qui veut dire que l'État est aussi là pour, et son action première d'autorisation est, en quelque sorte, en est le fait générateur, pour contrôler la manière dont, finalement, on diffuse, ou on accède à la connaissance que produit la fouille archéologique. Et donc, finalement, ce que ça produit aussi, ce quasi-monopole de l'État produit, on va dire, une double conséquence aujourd'hui, me semble-t-il. C'est-à-dire que, et dans le champ de la sphère publique, c'est finalement une mise à distance des autres collectivités publiques, notamment les collectivités territoriales, et c'est particulièrement évident, par exemple, en matière d'archéologie, puisqu'elles sont réduites seulement à un rôle d'opérateur des opérations d'archéologie préventive. Alors, on pourrait trouver aussi d'autres traces d'implication des collectivités territoriales, puisqu'elles contribuent aussi à l'élaboration de la carte archéologique nationale, mais qui est pilotée par l'État. Donc, elles sont effectivement dans un rôle de seconde main, en quelque sorte, pour contribuer à un outil qui est forgé par l'État. Et si je continue comme ça dans cette trajectoire, regardons par exemple l'inventaire général du patrimoine culturel. Il a été formellement décentralisé vers les régions par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, acte 2 de la décentralisation. Donc c'est dorénavant aux régions, collectivités territoriales, qu'appartient la responsabilité de mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine, enfin des inventaires du patrimoine, mais selon une méthodologie et selon des critères qui sont fixés par l'État. Et donc, vous voyez bien, c'est-à-dire que, alors, on a cette articulation qui est assez prégnante, c'est-à-dire que l'État définit la règle et la collectivité accompagne la mise en œuvre de la règle. Et on pourrait, dans d'autres domaines, celui des musées, par exemple, regardons les musées de France. C'est-à-dire qu'on a sur le territoire national plus de 1200 musées de France, mais le label, la qualification, le ministère de la Culture n'aime pas qu'on dise que c'est un label, donc la qualification musée de France relève d'une critériologie fixée par la loi du 4 janvier 2002, aujourd'hui dans le livre 4 du Code du patrimoine, et donc permet effectivement donc d'instaurer un système de contrôle scientifique et technique de l'État sur ces musées qui sont ainsi qualifiés, labellisés musées de France. Mais dans la pratique, est-ce qu'on regarde... Enfin, le musée de France est une qualité qui est attribuée à une institution muséale, à une collection. Et aujourd'hui, 90% des musées de France sont des musées de collectivités territoriales. Et vous voyez bien, on a quand même toujours cette disjonction, en quelque sorte, l'État qui pose un modèle
et puis, on va dire, des collectivités qui sont en contrepoint dans un rôle de gestionnaire, finalement, des modalités dans la manière dont le patrimoine est mis en œuvre. Et si je poursuis, je dirais que, revenons sur la loi du 13 août 2004, qui prévoyait que l'État puisse transférer la propriété de monuments historiques qui appartenaient à l'État vers des collectivités territoriales, et vous voyez bien, ça encore, on est toujours dans ce mouvement, en quelque sorte. Et ce mouvement, qu'est-ce qu'il révèle? Il révèle une forme d'asymétrie, en quelque sorte, entre les rapports de l'État et des collectivités territoriales. Et asymétrie que l'on trouve bien évidemment dans les modes de qualification, d'identification, de reconnaissance de ce qui constitue un patrimoine et un patrimoine national. En quelque sorte, on est quand même très loin, si je regarde un petit peu dans la jurisprudence, on a un arrêt qui est assez intéressant où le juge dit, mais il y a, je cite le juge, il dit, c'est en 1846, et le juge, pour justifier une mesure de protection d'un site archéologique, dit il y a une utilité, je le cite, il y a une utilité communale de l'archéologie. Voilà. J'aime beaucoup cette idée d'utilité communale de l'archéologie. Je rappelle, on est en 1846. Donc, on a effectivement, voilà, déjà, État, que dans la sphère publique, on a une forme d'asymétrie, une absence peut-être de réciprocité, ou alors une réciprocité qui n'est pas de même intensité en fonction du sens de la circulation, de l'intérêt, entre l'État et les collectivités territoriales. L'autre question qui se pose aujourd'hui, c'est comment finalement, et je rejoins je fais la passerelle, le pont avec ce que disait Marc Drouet précédemment, je dirais que sur la question, par exemple, dans les musées, comment est-ce que l'on partage ou comment est-ce que l'on associe des collectifs de citoyens ou une population locale à la prédétermination ou à la mise en œuvre finalement de politiques publiques envers le patrimoine. En fait, est-ce que par exemple, finalement, l'idée effectivement d'associer et donc de fonder sur un principe de participation l'association à la vie culturelle, et donc à effectivement la détermination de ce qui fait patrimoine, est-ce que finalement on pourrait simplement se dire tiens, c'est une mise en œuvre de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée en 1948, parce que finalement le droit de chacun de participer à la vie culturelle, ce qui fait quand même partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est ce que nous rappelle Céline Romainville, qui a travaillé sur ces questions-là, qui nous dit que la question de la démocratisation de la culture, de la démocratisation, de la démocratie culturelle et de la diversité culturelle requiert finalement de redéfinir des rapports entre échelons national, local et supranational. Et donc, finalement, si on a une dynamique sociale dans le champ du patrimoine, elle repose également sur un corpus international, par exemple, au niveau européen, à travers la convention, dite convention de Faro, qui est la convention cadre sur les valeurs du patrimoine culturel pour la société. Cette convention, elle a été adoptée en octobre 2005. Alors, ce qui est assez intéressant sur l'idée même de date, c'est que, sur cette chronologie, plutôt, c'est que, au même moment, le Conseil de l'Europe adopte cette convention sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, en octobre 2005, et au même moment, l'UNESCO adopte, mais quand je dis au même moment, c'est dans la même semaine, d'octobre 2005, adopte la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, que l'on résume sur la Convention sur la diversité culturelle. Et on voit bien que c'est un double mouvement, en quelque sorte, qui pousse. C'est-à-dire que depuis 2005, on a la question de la diversité et de l'accès, finalement, au patrimoine qui est porté à la fois au niveau du Conseil de l'Europe, et je vous rappelle que le Conseil de l'Europe, c'est 46 États, et c'est pas le champ de l'Union européenne, donc au niveau dans le champ du Conseil de l'Europe et dans le champ plus large de l'UNESCO. L'intérêt de la Convention de Faro, adoptée en 2005 par le Conseil de l'Europe, c'est qu'elle inverse finalement
les processus traditionnels de qualification, hein, puisque il s'agit d'attribuer aux populations un pouvoir de qualification et de reconnaissance du patrimoine culturel. Et donc, vous voyez bien que dès lors que vous dites que la population n'est plus le bénéficiaire, mais qu'elle est également l'acteur, finalement, des processus de qualification et de reconnaissance, ça veut dire que on redistribue les titularités sur le patrimoine culturel. Donc, se pose en contrepoint la question du rôle des associations qu'évoquait Marc Douret précédemment. Et c'est vrai que dans le champ du patrimoine, c'est quand même assez symptomatique. C'est-à-dire qu'on n'observe pas cette poussée comme on l'a observé en matière d'environnement. Et c'est d'autant plus symptomatique, c'est que ces associations, elles sont ancrées plutôt sur des rôles de sociabilité savante et non pas de militantisme. Voilà. Et donc, comment est-ce et finalement, si on redistribue les pouvoirs et donc les titularités en matière de qualification et de reconnaissance de ce qui fait patrimoine culturel, ça induit inévitablement une métamorphose de la notion de patrimoine national, puisque ce n'est plus l'État qui définit, mais c'est une notion qui devient désormais polymorphe. Elle devient polymorphe puisque sur cette notion se jouent à la fois des patrimoines locaux, des patrimoines supra-étatiques ou infra-étatiques, éventuellement. Et donc, on a, me semble-t-il, si on mettait en œuvre la Convention de Faro, eh bien, alors, il y a une grande résistance sur la ratification par la France, enfin, en France, la ratification de la Convention de Faro, simplement parce que la Convention, elle propose d'incarner juridiquement ces populations et ces collectifs, et donc, elle installe une notion nouvelle qui est la notion de communauté patrimoniale. Et vous voyez bien que dès qu'on prononce le mot communauté chez les juristes de droit public et chez les constitutionnalistes, il y a une espèce de mouvement de recul, parce que de communauté à communautarisme, il n'y a qu'un pas que l'on franchit allègrement. Or, ce pas-là n'est pas forcément évident. Je veux dire, pour autant, on voit bien que la question des communautés prend place quand même peu à peu, parce que il n'est que de regarder, par exemple, le statut du parc national de Guyane, où on octroie des droits à des communautés d'habitants. Oui, ce qui veut dire qu'on installe finalement des droits particuliers sur des collectifs qu'on va nommer communautés. Alors certes, c'est pas communauté seule, c'est des communautés d'habitants, mais dans la Convention de Faro, il s'agit des communautés patrimoniales, donc avec une finalité qui est clairement identifiée. Et donc, finalement, ce qui veut dire que les usagers sont aussi désormais les acteurs, voilà, dans la Convention de Faro. Et donc, se pose bien évidemment comment, finalement, si on repensait le patrimoine à travers ce prisme-là, c'est-à-dire que de redistribuer les responsabilités, et quand je dis redistribuer, il ne s'agit pas effectivement que l'État abandonne ses attributions, mais qu'il y ait un partage de responsabilités. Et le principe de participation est précisément le verrou à partir duquel on peut repenser les modes de désignation et de qualification du patrimoine, ce qui permettrait aussi d'introduire, et là on retombe sur finalement des théories qui étaient très très présentes fin 19e et début 20e sur la question du contrôle social, finalement. Voilà. Et donc, est-ce que le principe de participation dans le champ du patrimoine ne serait pas le levier pour introduire une dose de contrôle social sur les politiques et les décisions publiques en matière de protection et de sauvegarde du patrimoine, et donc par là même sur, en quelque sorte, le ressort d'un accès renouvelé à la connaissance issue des études patrimoniales. Et vous voyez bien, donc voilà, aujourd'hui, je dirais que ces questions-là, elles sont en débat, mais peut-être que l'enjeu, c'est qu'elles franchissent la forteresse étanche du Code du patrimoine qui, aujourd'hui, n'est pas très ouvert sur ces questions-là. Merci beaucoup, Vincent. Alors, je trouve ça très intéressant. Moi, ce sont des questions que je m'étais absolument pas posées, et je découvre
je découvre tout l'enjeu, effectivement, de déterminer qui décide un petit peu de ce qui est patrimoine et ce qui n'est pas patrimoine. Et je vais tout de suite débuter par une question, mais d'autres pourront en poser après. Et je m'interrogeais, je me disais, mais dans le fond, je pensais, parce que quelque chose peut-être qui peut paraître un petit peu bête, mais j'imagine que je pensais à la reconnaissance de patrimoine de l'UNESCO. Hein. C'est ce qu'on dit. Je me dis par exemple pour la ville du Havre d'avoir été reconnue comme patrimoine protégé par l'UNESCO. Il y a des retombées économiques, touristiques, etc., qui doivent être importantes. Et parce que là encore, avec ma vision de spécialiste de droit de l'économie, nous, on est toujours en train de se dire dans quelle mesure les lobbies, et quand je parle de lobby, c'est des lobbies avec des finalités économiques, ont œuvré pour qu'il y ait telle reconnaissance, telle loi, etc. Et dans ces reconnaissances du patrimoine, est-ce que les lobbies économiques sont très actifs ou pas? Alors, c'est toujours difficile de dire ce qu'est un lobby économique, hein, parce qu'après tout, une région, elle a aussi des visions économiques, et pour autant, est-ce que c'est... Mais voilà, dans quelle mesure, en tout cas, les conséquences économiques sont prises en compte ou pas, déjà. Et puis, est-ce que certaines personnes, y compris personnes morales, forcent à ces reconnaissances? Je pense que cette question-là, on peut l'aborder sous deux angles, et peut-être que Marc aura aussi des éléments à apporter. Sur la question du patrimoine mondial, donc qui est la mise en œuvre de la Convention de 1972 sur la protection d'un patrimoine mondial naturel et culturel, donc l'on qualifie patrimoine mondial de l'humanité. Donc bien évidemment, on a, vous avez cité Le Havre, on a Lyon, et patrimoine mondial, mais également le Mont Saint-Michel, le pont du Gard, voilà. Donc on a effectivement sur le territoire national, puis on a également des paysages culturels, on a effectivement donc les climats de Bourgogne, le vignoble de Saint-Émilion, on a le bassin minier, voilà, dans les Hauts-de-France, voilà. Donc on a effectivement les châteaux de la Loire, voilà. Donc on a effectivement on va dire des îlots, voilà. Et qu'est-ce qui fonde finalement cette reconnaissance par l'UNESCO? C'est la valeur universelle exceptionnelle. Donc on est effectivement sur un registre d'exceptionnalité. Ce qui veut dire que dès lors que l'on est sur un registre, on va dire, le plus élevé finalement dans ce qui constitue le patrimoine, ça va produire un attrait bien évidemment touristique. Et donc sur la détermination de ce qui doit être inscrit sur la liste indicative, puisque pour que un bien soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial, il y a d'abord effectivement le relais de l'État qui doit l'inscrire sur sa propre liste indicative de ce qui constituera un patrimoine mondial, et après l'UNESCO valide les propositions que l'État fait à partir de sa propre liste indicative. Donc, je vais vous prendre deux exemples. Vous voyez bien que quand finalement le vignoble champenois est inscrit sur la liste du patrimoine mondial au titre des paysages culturels, il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour voir quels sont les lobbies derrière. Voilà. Parce que si vous allez à Épernay, vous ne pouvez pas passer à côté. Voilà. C'est-à-dire que la grande avenue où vous avez toutes les maisons de champagne est dans le site du patrimoine mondial. Donc vous pouvez imaginer que toutes ces maisons se sont coagulées pour pousser le dossier, ce qui est évident, parce que c'est dans un système concurrentiel à l'échelle de la planète. Eh bien, si vous dites que le vin de Champagne, vous voyez, une espèce le raccourci, le Champagne, patrimoine mondial de l'humanité, on voit comment on glisse très vite vers la question des marques, bien évidemment. Prenons un autre exemple, le vignoble Saint-Émilion. Voilà. Prenons un autre exemple, les climats de Bourgogne. Vous allez dire, c'est très viticole. Mais voilà. Mais en France. Voilà. Mais on est bien évidemment dans cette stratégie-là, donc de pression économique, et donc parce que bien évidemment il y a un enjeu économique.
Mais si on regarde effectivement comment ça peut se jouer aussi différemment dans les modes de gestion, par exemple. Dans les modes de gestion, moi je me souviens, par exemple, d'avoir discuté il y a déjà quelques années avec le directeur de l'établissement public de coopération culturelle qui gère le pont du Gard. Et il me disait, bon, le pont du Gard, c'est très simple. Il me disait 3 acteurs voilà, sur le terrain. L'État, parce que le pont appartient à l'État. Voilà, c'est un monument propriété de l'État, un monument historique classé, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis après, rive gauche, une petite commune, hein, et rive droite, une autre petite commune. Voilà. Il me dit, mais vous avez au centre un patrimoine mondial, et puis 2 petites communes, et on leur dit, voilà, débrouillez-vous avec cet élément emblématique. Hein, voilà. Bien évidemment, on dit, comment est-ce que l'on gère finalement le pont du Gard? Eh bien, le PCC, il est là pour rassembler les énergies. C'est-à-dire qu'on va mettre, bien évidemment, l'État, c'est évident, puisqu'il est propriétaire du pont, mais on va mettre les 2 communes, c'est évident. Mais on va mettre également le département du Gard, on va mettre la région Occitanie. Et puis, il me dit, le pont du Gard, il est dans des circuits touristiques, donc il y a des questions économiques qui se posent aussi. Donc, on va mettre également la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors que le pont du Gard n'est pas en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Simplement parce que du point de vue des circuits, des circulations touristiques, il y a un moment donné, on a besoin effectivement de faire se rencontrer les intérêts économiques autour des sites du patrimoine mondial dans le sud de la France. Voilà. Donc, c'est la question alors c'est pas tant la question des lobbies, mais des articulations effectivement entre patrimoine et économie là qui se jouent. Et puis, pour conclure effectivement sur ce propos-là, sur la présence des lobbies, il y a différentes formes de présence de lobbies. Et donc, je vais revenir sur le rôle des associations. Je veux dire que quand aujourd'hui, bien évidemment, vous observez que dans le droit des monuments historiques, vous avez une fiscalité qui est assez avantageuse pour les propriétaires de monuments historiques, et là, on voit bien que c'est un intérêt bien compris à la fois de l'État et des propriétaires privés de monuments historiques, qui sont défendus par 2 grandes associations, qui sont bien connues, la Demeure historique et les Vieilles Maisons françaises. Et je me souviens quand même d'un propos du président à l'époque de la Demeure historique qui disait, voilà, je suis le syndicat des propriétaires privés de monuments historiques, c'est-à-dire que je défends leurs intérêts auprès de l'État. Or, n'oubliez pas que 49% des monuments historiques en France sont en main privée, sont propriété privée. Et si vous avez une telle implication, finalement, des propriétaires privés dans la conservation des monuments historiques, c'est parce qu'ils ont un intérêt à le faire, et un intérêt qui est également un intérêt économique. Hein, parce que la fiscalité leur donne effectivement le levier, hein, finalement, pour être des acteurs financiers de la conservation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ce point-là me fait penser à un autre point parallèle. Vous avez fait le parallèle entre ce qui se fait dans l'environnement et dans le patrimoine. Et sur ce point-là, avec le Conservatoire du littoral, la loi littorale, il y a peut-être des points similaires, c'est-à-dire il y a une critique qui a été faite pour dire avec la loi littorale, on a favorisé finalement ceux qui étaient sur place et ceux qui avaient des maisons secondaires, ça fait prendre de la valeur aux maisons et on a exclu tout le reste. Voilà, c'était pour faire un petit parallèle entre ce que vous disiez auparavant et l'environnement. J'y voyais un possible parallèle. La loi littorale qui date donc de 86, alors sa vocation est d'abord de protéger le littoral. Voilà. Alors bien évidemment, protéger le littoral par un système très simple, enfin, si je le résume, hein, qui est d'interdiction ou de limitation stricte de l'urbanisation sur le littoral. Alors, il valait mieux effectivement avoir bâti avant 86, voilà, parce que voilà, et donc d'où effectivement cette surcote en quelque sorte, hein, pour des villégiatures, hein, qui étaient anciennement sur le littoral et qui depuis 86 ont vu effectivement leur environnement absolument protégé.
Alors aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il y a aussi un revers. C'est-à-dire que si vous avez construit trop près du littoral, vous êtes sur le point de perdre. Et donc finalement, là, le gain que vous aviez, vous êtes en train de le perdre parce que votre maison perd de sa valeur du fait effectivement du recul du trait de côte. Voilà. Et j'avais une autre question-remarque, c'était sur le patrimoine commun et l'intérêt général qui pouvait apparaître toujours en décalage mécaniquement avec disons, ce qui se fait du point de vue culturel, comment formuler ? Comme la culture évolue, ce qui est mis en avant dans le patrimoine commun et dans l'intérêt général, c'est toujours ce qui a été fait dans les générations d'avant. Et donc, ça pourrait apparaître justement comme conservateur, mais pas conservateur du point de vue d'un conservateur, mais comme être conservateur politiquement par rapport à ce qui se fait de nouveau. Et donc, c'est cette apparaître normatif, encore une fois, pour dire il faut conserver tel type de choses, tel type de culture, tel type d'intérêt général. Par rapport à ça, comment articuler le nouveau avec l'ancien, en fait, plus rapidement. La question est complexe. Oui. La question est complexe, elle a différentes entrées. En pratique, moi j'ai plutôt le sentiment que le rôle et la place du ministère de la Culture, c'est d'éviter cette ornière. Quand on fait des réunions publiques, par exemple, sur des aménagements dans le domaine de l'architecture, spontanément, la salle, le consensus sera plutôt autour de l'idée de faites-nous du beau comme dans le temps, sans définir ce qui est beau et sans définir ce qui est le fameux dans le temps. Donc je crois qu'au contraire, une des difficultés, une des grandes missions de pédagogie du ministère de la Culture, de ses acteurs, c'est d'essayer de ne pas tomber dans cette ornière. Dans le domaine de la peinture, d'une certaine manière, les commanditaires des grands peintres flamands les obligeaient à faire du beau comme dans le temps. On était très clairement dans une demande financière. Les drapiers flamands étaient les commanditaires, ils avaient l'argent, et ils demandaient aux grands maîtres flamands de faire du beau comme dans le temps, parce que c'était leur commande et c'était eux qui avaient l'argent. Avec le risque, comme ça a été le cas, de passer à côté de ce qui commençait à arriver avec la Renaissance italienne. Donc j'ai plutôt le sentiment que par nature, la culture, les acteurs de la culture doivent au contraire en permanence lutter contre cette attente du collectif qui est plutôt de se rassurer en se protégeant de ce qui émerge, parce que le consensus, c'est ça, c'est s'accorder autour de ce que je disais tout à l'heure, des vérités collectives, et de s'inquiéter plutôt de ce qui vient interroger ce consensus et ces vérités collectives. Et le rôle du ministère de la Culture, c'est de définir des espaces et de faire en sorte que ce débat puisse avoir lieu, que cette interrogation puisse avoir lieu, et que le consensus soit vivant, et que la vérité collective soit vivante. Alors c'est un peu complexe parce que ça amène une dimension morale, et on a toujours des difficultés à trouver la place légitime de la morale dans l'action publique. En rebond d'ailleurs à ce qui était exprimé par Vincent Negri tout à l'heure, j'y réfléchissais, j'aurais tendance à dire qu'il faut peut-être interroger les origines et l'histoire de nos institutions démocratiques, de notre administration. Nous sommes incontestablement les produits des Lumières, et c'est très bien, et c'est très généreux. Qu'est-ce que nous disent les Lumières ? Ils nous disent il s'agit de faire en sorte que le bonheur de chacun, et vraiment dans l'intérêt particulier, ne puisse plus dépendre du malheur d'un autre. Et on est vraiment là dans l'approche collective. Et c'est cet équilibre, cet objectif très généreux que l'administration, d'une certaine manière, est chargée de mettre en œuvre.
moi, je n'oublie pas et j'interroge toujours aussi cette fameuse fable des abeilles de Mandeville, tout à fait dans le courant des Lumières, mais qui nous dit, attention, la ruche vertueuse, elle meurt. Ce qui fait la prospérité des nations, c'est le vice de chacun. C'est en encourageant le vice individuel qu'on fait vivre la société et donc on fait émerger cet intérêt collectif et cette vertu collective. Vertu d'intérêt général, bon, mais fruit d'une construction par le vice. Et ça, je crois que c'est très très important et c'est très puissant dans l'inconscient de l'administration, notamment l'administration française, parce que d'une certaine manière, on nous a construit, comme je le disais, pour venir combler les manques du marché. Les philosophes des Lumières sont convaincus que c'est la liberté, et la liberté du marché qui va amener justement à réaliser cet objectif qu'ils proposaient, mais que ce marché, il n'est pas parfait parce que justement, il est animé par le vice individuel, par la somme des vices individuels. Et donc, cet intérêt général, cette administration, elle est un petit peu là pour amener de la vertu dans le fonctionnement général. C'est lourd, c'est très très lourd comme mission. D'abord parce que c'est une mission morale, et puis ensuite, qu'est-ce que ça entraîne pour l'administration? Une méfiance, une défiance vis-à-vis de ce collectif, par nature animé par le vice. Il faut peut-être un petit peu se méfier. Alors je le dis en souriant et en caricaturant, mais il y a quand même ce rapport un petit peu complexe, se défier de cette société civile animée par le vice, à qui il faut apporter la vertu. Ça pose une question en termes de posture. Moi, je sais que vous êtes menacé par le vice, donc moi, je vais incarner la vertu, je vais vous dire ce que c'est la vertu, et donc ça va conduire à quoi? Essayer à s'emparer d'espaces de plus en plus grands. Le champ du droit public, il faut que ce soit le plus large, puisque si je veux amener la vertu, je peux pas laisser ce champ au seul espace privé, et puis ça va me conduire à quoi? À produire toujours plus de normes pour essayer d'encadrer le développement de ce vice et laisser un peu d'espace de respiration à la vertu. Alors évidemment, c'est caricatural, mais on voit bien que derrière ça, il y a une construction, il y a une opposition qui n'est pas simple à un moment où on vient dire à cette administration animée par cet inconscient collectif, lâchez des espaces, lâchez des normes, lâchez la posture et faites confiance, entre guillemets, à l'expression du vice et à ses aspirations. Alors, évidemment, c'est caricatural, mais je crois que c'est quand même assez fort et que c'est ce qui explique d'une certaine manière cette réticence à rentrer dans le débat avec la société civile, avec ses collectifs, parce qu'il y a toujours, de manière inconsciente, cette peur qu'en lâchant tout, on fasse émerger des choses dont on nous avait demandé justement d'en être les gardiens. L'État producteur de normes et dans le registre de la culture, il ne doit pas l'être. C'est une place. C'est très très compliqué parce que la production de normes, c'est ce qui étouffe la capacité d'agir de la fonction publique. Donc c'est aussi un paradoxe. Plus on produit des normes, moins on sait agir et moins on sait réagir. Donc c'est très complexe. Et moins le citoyen d'ailleurs se retrouve au travers de nos normes qu'il ne comprend plus. Donc c'est très complexe. Oui. La production de normes, c'est un très beau sujet pour des juristes à la faculté Jean Monnet. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être arrêter là nos discussions. Mais moi, si j'aurais d'autres questions, mais bon, voilà, le temps est écoulé. Je voudrais vraiment remercier Marc Drouet et Vincent Negri pour leurs interventions. Et puis, je salue tout le monde, les présents à distance et ici. Au revoir. Merci.